Merci de suivre la 3e édition de Médias en scène en direct et puis peut-être en replay. Vous nous regardez peut-être plusieurs jours après l'événement puisqu'évidemment toutes ces interventions resteront et restent disponibles sur le site de Médias en scène, événement co-organisé par France Info et Les Échos. On a parlé ce matin et on parle quasiment tous les jours de conspirationnisme, de désinformation, de fake news. Alors face à ce phénomène croissant, eh bien, les médias et les journalistes essayent de contrer ce phénomène et ils ont trouvé une chose qui est tout simplement de faire leur métier, mais de faire leur métier pour essayer de débunker, comme on dit, toutes les fausses informations. C'est le fact-checking qui a envahi de nombreux médias. On va en parler tout de suite avec cette table ronde qui s'intitule « Le fact-checking peut-il endiguer la vague de désinformation ?» Et c'est Estelle Cognac, directrice adjointe de la rédaction de France Info, chargée de la certification des informations, qui anime cette table ronde. Estelle, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 invités en plateau et un autre à distance. Donc je commence ici. Samira El Gadir, journaliste au Vérificateur de TF1. Cédric Mathieu, responsable de Check News pour Libération. Pauline Talagrand, rédactrice en chef adjointe investigation numérique à l'AFP. Et à distance, Jonathan Parienté, journaliste au Décodeur du Monde. Bonjour à tous. Alors la pratique, on parle beaucoup de fact-checking, de fausses informations, particulièrement dans la séquence actuelle avec le coronavirus, mais aussi l'élection américaine et puis récemment ce documentaire Hold Up qui fait beaucoup parler. Cette pratique s'est fortement développée dans nos rédactions. Ça fait une dizaine d'années qu'il a investi le champ journalistique. Au départ, il s'agissait plutôt de vérifier des informations, des déclarations politiques, on va dire. Et puis, avec l'essor des réseaux sociaux, ça s'est étendu aux rumeurs, aux fausses informations qui circulent. Et on peut dire que l'élection présidentielle américaine de 2016 a été un tournant dans cette désinformation et dans les moyens, justement, de la contrer. Nous allons tout d'abord aborder justement cette question du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez commencé des articles de fact-checking autour du coronavirus ? Est-ce que les sujets ont évolué au fur et à mesure du temps, entre le début de l'année, on va dire, et aujourd'hui ? Et puis, comment est-ce que vous les choisissez ? Alors, je vous laisse vous répartir. Peut-être Pauline d'abord ? Bonjour, nous, on profite d'un grand réseau de fact-checkers mondial, du premier réseau avec 94 journalistes répartis dans le monde. C'est vrai que nous, on a tout de suite commencé la crise du coronavirus en même temps que l'apparition du virus fin décembre en Chine. Donc, à mesure que la vague avançait, en fait, l'épidémie de fausses affirmations avançait aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on a bien vu que, et ça, c'est un constat maintenant qu'on dresse de manière irréfutable, si on peut dire, c'est que la désinformation, c'est plus une affaire de pays, c'est un problème mondial qui se pose à tous les pays. Et les fausses affirmations, les infox, s'accommodent à la sauce locale, mais participent toujours un peu des mêmes questionnements. Et les questionnements qu'avaient les Chinois sur le coronavirus, la population chinoise, ou les Italiens ou les Français sont les mêmes. Donc, elles nourrissent ces doutes, cette inquiétude nourrissent les mêmes fausses informations. Donc en fait, à mesure qu'on avançait dans la crise, confinement, pas confinement, les sujets ont évolué, mais finalement, ils ont été assez partagés entre tous les pays couverts par l'AFP. Nous, on a commencé mi-janvier. Je pense que les premiers papiers datent de mi-janvier. Ça semble une éternité quand on se souvient, mais on avait commencé à travailler sur ces images que beaucoup de gens avaient vues de gens qui tombaient dans les rues en Chine. On n'a d'ailleurs jamais levé le mystère exactement, parce que c'est très difficile avec les réseaux sociaux chinois de dater, de retrouver l'origine des images. Mais c'était un peu comme dans le film Contagion où on voit c'est un peu le coronavirus, mais en mortel tout de suite. Et c'était ça, la première perception qu'on avait de France du virus, c'était ces images très étonnantes où on voyait des gens qui tombaient dans la rue. Et on nous avait demandé, on a eu énormément de questions, et là on était tout début janvier sur est-ce qu'on peut vérifier ces images, qu'est-ce qui se passe, etc. On n'avait pas tellement pu, on avait beaucoup travaillé là-dessus sans succès. Et donc au début on a eu du mal à cause justement de cette distance et de la difficulté de travailler sur des sujets avec la Chine, parce que c'est pas très simple.
Après, quand c'est arrivé en France, on a suivi évidemment l'évolution. On a travaillé sur les premiers cas en Europe, sur les premiers cas de transmission du virus. C'était en Allemagne, je crois. Et puis voilà, après c'est arrivé en France. Et puis là, c'était quand même plus facile d'avoir des interlocuteurs et des gens qui... Et est-ce que, Samira, par exemple, cette épidémie de coronavirus, on est face à quelque chose qui n'existait pas auparavant, avec des connaissances scientifiques, on est parti de zéro, on va dire, en janvier-février. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière justement, avec une littérature scientifique qui était en construction, avec des bases, justement, par rapport à d'habitude, où on a des bases de données, des statistiques, des choses où là, tout se construisait en temps réel, où les experts eux-mêmes avancer dans leurs connaissances. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière? Oui, moi, clairement, j'ai vu cette difficulté, notamment de trouver des sources qui font l'unanimité. D'habitude, quand on vérifie un sujet, on va chercher des sources qui sont officielles et qui font l'unanimité. Je pense à l'Institut Pasteur, par exemple. Très vite, on nous a reproché d'aller chercher tel ou tel interlocuteur, notamment l'Institut Pasteur, qui a même été accusé d'avoir inventé le virus. Donc, quand on en est là, c'est compliqué en fait d'aller chercher des sources qui nous permettent de vérifier et qui nous permettent d'être crédibles vis-à-vis des gens qui nous regardent. Donc moi, en tout cas, j'ai identifié cette difficulté-là. Et après, la deuxième difficulté, effectivement, c'est que c'est l'évolution en fait du savoir, quoi. Moi, je me souviens d'avoir fait une chronique sur la propagation du virus par l'air ambiant. Je me souviens qu'au mois de mars, les chercheurs que j'avais eu au téléphone me disaient c'est impossible. L'OMS était catégorique là-dessus. Et plus on a avancé, plus la recherche a avancé, et plus finalement c'était moins évident, quoi. D'ailleurs, l'OMS est revenu là-dessus en disant finalement, on a beaucoup de preuves. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la propagation du virus par l'air ambiant peut être envisageable, et d'ailleurs, on le prend en compte. Donc voilà, nous, en tant que journalistes, en tout cas, c'est vrai qu'on a cette crainte, je ne sais pas si vous l'avez, mais de se dire, j'ai traité ce sujet il y a 15 jours et finalement, ils reviennent là-dessus. Je pensais que c'était vrai, voilà, la contamination par les surfaces aussi, etc. Ça aussi, ça a changé, le pangolin. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça où on avait des certitudes qui finalement se sont contredites par le temps, quoi. Peut-être aussi, Jonathan, est-ce que du coup vous êtes retrouvé avec des sujets de fact-checking qui n'étaient plus bons en fait, avoir débunké et fait certains sujets qui se sont avérés effectivement plusieurs mois après plus bons, ce qui arrive moins le cas, ce qui est moins le cas habituellement. Peut-être Jonathan à distance. Effectivement, on a la difficulté extrême d'une maladie qu'on ne connaissait pas il y a un an. Donc, quand on a commencé à en parler à peu près aux mêmes dates que ce qui a été évoqué là, donc c'est-à-dire au courant janvier, non seulement on ne connaissait rien à cette épidémie, mais on était en plus à des lieux d'imaginer ce que ça allait provoquer comme crise sanitaire, économique, sociale, etc. Dans la planète. Mais on essaye en tout cas de dire, voilà, toujours en l'état des connaissances scientifiques, l'hypothèse la plus probable est celle-ci, ou l'hypothèse qu'on évoque ici est peu probable. Mais on sait que de toute façon, les connaissances scientifiques ont évolué et probablement continueront à évoluer à grande vitesse. Et il faut être très très prudent par rapport à ce qu'on annonce et à ce nous on relaie comme information là-dessus. Après, Estelle, tu parlais du choix des sujets. Je crois que c'est ça qui était aussi très important, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire du fact-checking sur des sujets qui étaient encore trop mouvants. Et donc, c'était un peu une école de la frustration, le fact-checking au temps du coronavirus, parce qu'il y a des sujets qu'on a dû laisser de côté et attendre, traiter plus tard. Et il y a des sujets qui ont certes évolué et on a vraiment cette politique, je crois, nous tous fact-checkers, de vraiment montrer les évolutions au fil du temps de nos fact-checks et aussi d'essayer au maximum d'élargir nos experts. Et nous, vraiment, c'est ce qu'on a essayé de faire à AFP Factuel, de ne pas rester seulement sur que des experts francophones. Pourquoi ? Parce qu'on peut être accusé justement de n'avoir que le discours des autorités, et le fait d'avoir cette diversité des interlocuteurs scientifiques était très important pour nous, et je pense que ça a été une vraie plus-value dans le traitement de certains sujets. Mais il y a plein de sujets qu'on a décidé de ne pas traiter pour être sûr de ne pas dire quelque chose qui va s'avérer faux dans les mois qui venaient. Oui. Et du coup, ce choix de sujet, est-ce que quand vous voyez arriver, donc en dehors de cet aspect de connaissances pas encore consolidées, on va dire,
quand vous repérez des sujets, qu'est-ce qui vous fait le traiter ou pas? Disons, est-ce que ça a un impact fort sur le public? Est-ce que vous posez la question de mettre en lumière ou pas des choses qui sont peut-être encore pas tellement apparues? Est-ce que vous avez là-dessus... Quelle réflexion vous avez en fait? Nous, on a une spécificité parce que le service Check News est un service qui répond aux questions des internautes, donc des questions qui nous sont adressées. Donc le choix, nous, des sujets dépend des questions qui nous sont posées. Et on voit ce qu'on dit des sujets monter quand on a un très grand nombre de questions sur un même sujet. Voilà, donc c'est le choix, on le fait comme ça quand on considère ensuite que le sujet est d'intérêt public, évidemment, enfin d'intérêt général. Parce que ça va éclairer le débat. Voilà, donc c'est quand même la force du sujet dans le qui va déterminer si on le traite ou pas. Ensuite, on en parlera probablement aussi avec Facebook, tous, qui nous, on est tous destinataires d'une liste de liens et de contenus à vérifier. Et là encore, c'est la viralité de ces contenus qui va déterminer si on s'en saisit ou pas. Oui, Samira. Voilà, c'est ça. Je voulais juste rebondir là-dessus. C'est vrai que nous, le critère principal, c'est l'audience du sujet. Voilà, on regarde, donc on est une petite équipe et on regarde un peu ce qui circule sur les réseaux sociaux, et quand on voit qu'il y a une audience assez importante, la particularité qu'on a nous, donc on n'a pas l'aspect international, mais on a l'aspect différents publics en fait. Les vérificateurs, c'est à la fois le JT TF1 qui est très grand public, qui est très regardé, notamment pendant les périodes de confinement, etc. On a LCI, voilà, avec un public un peu plus averti ou voilà, un peu plus limité, mais en tout cas c'est encore un autre public, le web et les réseaux sociaux. Donc du coup, ce qu'on cherche avant tout, c'est de toucher un maximum de personnes, et dans le traitement d'être dans la pédagogie. Et parfois, on prend des sujets qui peuvent paraître absurdes comme ça à première vue. Je pense notamment à un sujet qu'on a traité au JT, qui est les tests PCR endommagent-ils le cerveau? Grosse discussion éditoriale pour savoir si on le traite ou pas. Et en même temps, c'était tellement viral comme publication qu'on a choisi de le traiter, mais encore une fois avec beaucoup de pédagogie, en disant voilà, on va vous expliquer ce qui se passe en fait quand on vous fait un test PCR. Voilà ce qui se passe à l'intérieur, voilà, et voilà où est le cerveau. Donc c'est pas possible. Le fact-checking, c'est en même temps de l'explication. Il y a un côté, ce qu'on se dit à France Info aussi, c'est à la fois, entre guillemets, débunker, voilà, mais aussi expliquer qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette loi, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il y a tout ce travail de pédagogie et d'explication. Oui, mais en même temps, on ne cherche pas à convaincre nos lecteurs. Et ça, c'est très important. Nous, on apporte des faits. C'est-à-dire qu'on est prestataire de service, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une fausse information et on dit, voilà l'état du débat, voilà ce qu'on peut vous dire, voilà comment vous pouvez faire vous-même votre décision en étant pleinement éclairé et en ayant toutes les données du problème. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans ces certitudes, mais pouvoir être alimenté par des choses qui ne sont pas du domaine de l'opinion, mais des domaines des faits. Et ça, c'est le journalisme, c'est les faits, rien que les faits. La santé, c'est un des thèmes de prédilection de la désinformation, et puis les fausses informations, les remèdes miracles. On a aussi un courant anti-vaccin qui se développe en France. On l'a vu avec le Gardasil, la rougeole, il y a eu pas mal de choses de faites. Jonathan, est-ce que Décodeur du Monde, vous avez une approche particulière sur les sujets de santé? Ça peut être aussi un peu spécialiste. Est-ce que vous avez des journalistes qui se sont spécialisés dans ce domaine-là, ou est-ce que vous l'abordez comme n'importe quelle autre thématique? Alors, de fait, vu les derniers mois, et je pense que c'est pareil dans beaucoup de rédactions, on est tous devenus, pas dire spécialistes, mais en tout cas, on est quand même bien au courant des sujets qui touchent à ce virus, parce que ça a été quand même en termes de quantité d'informations, quels que soient les services, c'est juste énorme, et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi. Et pour le choix des sujets, c'est un mélange entre l'intérêt propre du sujet tel que on le définit dans n'importe quel service, d'une part, et sa viralité et l'importance que ça a, pense-t-on, de dire, en tout cas de s'y pencher. Et ce qui a été dit sur la complexité juste avant, c'est que très souvent, on n'est pas dans un article qui arrive à trancher la question en disant c'est complètement vrai ou c'est complètement faux. Il y a quand même pas mal de nuances entre les deux où très souvent, on explique pourquoi en fait c'est extrêmement compliqué et que l'explication qui a été donnée et diffusée sur un réseau social est beaucoup trop simpliste par rapport à un sujet qui est extrêmement, extrêmement complexe. L'autre séquence d'actualité en dehors du coronavirus, c'était l'élection américaine. Alors, je ne sais pas si vous avez
traité beaucoup de sujets de fact-checking autour de l'élection américaine, vous pourrez nous dire, mais est-ce que vous faites des parallèles, en tout cas, entre celle d'il y a 4 ans, qui avait été, on dit, l'élection américaine puis le Brexit, vraiment le démarrage, on va dire, un peu grand public de la désinformation, où ça atteigne des publics plus larges. Est-ce que vous avez noté des changements? Peut-être Pauline? Des changements. Et une évolution, on va dire, en 4 ans, des méthodes ou de... Je crois que les méthodes, elles sont les mêmes aujourd'hui. Après, je pense qu'elles sont partagées par un plus grand nombre. Je crois qu'aujourd'hui, le débat, il est plus possible parce que, en fait, les citoyens américains qui sont massivement des utilisateurs de réseaux sociaux, en fait, sont enfermés eux-mêmes dans leur pratique des réseaux sociaux, dans leur certitude. Et donc, ont l'impression de connaître une réalité différente de celle des démocrates via des fausses informations qui partagent par exemple des images sorties d'un contexte. Par exemple, récemment, on a démystifié le camp Trump disait regardez ce colis avec plein de bulletins de vote pro-Trump qui est retrouvé dans un champ, ils ont été volés et en fait c'était un colis Amazon qui n'avait rien à voir du tout avec l'élection, enfin c'était pas des bulletins de vote vraiment. Donc en fait les gens pensent vraiment que ça existe en fait. Et, oui. Et ces fausses informations, si on ne les démystifie pas, les gens pensent vraiment que ça existe, les démocrates disent non c'est faux, et en fait il n'y a plus de débat possible, puisqu'en fait ils ne vivent pas la même chose, ils n'ont plus de faits, et en fait ils se nourrissent d'opinions en ayant l'impression de se nourrir d'informations. Chacun reste dans ses certitudes. Exactement, ça les enferme, mais finalement ça polarise un débat, et il n'y a plus de discussion possible, puisqu'on ne s'accorde plus sur le débat et les faits du débat. Et donc ça, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui c'est une leçon qu'on doit retenir. Aujourd'hui, la pratique des réseaux sociaux et cette polarisation des utilisateurs qui sont des citoyens, en fait, vont miner le débat démocratique et vont biaiser, en fait, les intentions de vote. Peut-être, Cédric, justement, est-ce que vous pensez, du coup, que le fact-checking, enfin, j'allais dire une utilité, bien sûr, mais est-ce qu'on touche finalement les personnes? C'est ce que disait Pauline, chacun reste dans ses certitudes, dans sa bulle, on parle beaucoup de bulle sociale. Est-ce que, du coup, le fact-checking peut atteindre les personnes, ceux qui sont victimes, entre guillemets, des informations, ou pas? Comment est-ce que vous voyez cette... On espère tous, je pense, autour de la table que ça sert à quelque chose. C'est difficile de le mesurer parce que les gens qui vont réagir à nos articles sont pas toujours les indécis, les gens qui sont en fait les gens vraiment à convaincre. Donc le débat sur les réseaux sociaux est très polarisé. Donc les gens qui vont réagir, c'est soit des gens qui étaient déjà pour ou des gens qui étaient déjà contre. Donc c'est difficile d'apprécier ça. Après, je pense qu'il faut faire attention. Le danger du fact-checking, il est dans le surplomb et dans l'approche un peu frontale. C'est-à-dire que le format est un format qui va dire « vous croyez ça et moi je vous dis que non ». Et ce n'est pas forcément le moyen le plus simple de convaincre quelqu'un. Avec un format qui serait beaucoup plus à plat, où on dit « voilà sur ce sujet ce qu'on sait », en mettant exactement les mêmes éléments, la personne elle peut être moins heurtée par l'approche et être plus convaincue que s'il y a un média dominant, mainstream, qui lui dit ben non, tu crois ça, et moi je te dis que c'est pas ça, et que c'est le contraire. Ce que disait un peu tout à l'heure Jonathan, voilà. Sur le fait que ce soit jamais complètement vrai non plus, ou faux, enfin voilà, qui est toute une palette en fait. Mais c'est vraiment la difficulté, c'est que à la fois c'est un moyen de se saisir des fausses informations, et en même temps, par ce format qui est un format frontal dans l'approche, c'est aussi quelque chose, il faut en être conscient, qui peut un peu heurter et rebuter les gens. Oui, et puis je pense que en fait, là, ça n'a pas de réalité. Ces fausses informations, pour beaucoup de rédactions, elles sont pas concrètes. En fait, on ne va pas dans la rue, on ne peut pas le voir nous-mêmes. Et on a du mal à s'en saisir globalement, d'accord ? Mais pour autant, les combats qu'on perd, c'est ceux qu'on ne mène pas. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui perdre en fait tout ce champ-là, alors que nous-mêmes, on a tous regardé nos téléphones à portée de main. En fait, si on n'investit pas ce champ, c'est comme si on décidait de ne plus couvrir, en fait, je sais pas moi, une province, un pays. En fait, aujourd'hui, on doit investir tout là. Et en fait, si on fait du bon journalisme, et le fact-checking, c'est du journalisme, c'est juste un format. Et nous tous, ce qu'on essaye, c'est par le fact-checking amener des gens qui ne liraient pas forcément les médias pour les amener vers une plus grande histoire et leur donner des arguments pour pouvoir, se faire leur idée et aussi en discuter de manière apaisée. Peut-être, Jonathan, est-ce que vous avez, on parle beaucoup des réseaux sociaux, vous adressez des fact-checking différents en fonction des réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok maintenant avec les jeunes? Est-ce que vous avez des formats, vous travaillez des formats spécifiques pour toucher d'autres populations?
Alors, nous, les décodeurs, on écrit des articles qui sont sur le site du Monde, qui ont beaucoup de destinations et qu'on maîtrise pas toujours d'ailleurs. Mais au Monde, il y a donc une équipe dédiée à Snapchat et à TikTok qui reprennent assez régulièrement nos formats pour les faire rentrer donc dans des formats qui sont très spécifiques là pour le coup et qui récupèrent nos infos parce que eux-mêmes se rendent compte que ce sont des sujets qui sont extrêmement discutés ou disputés sur ces plateformes-là. Parce qu'il y a une difficulté à aller sur les lieux de la désinformation, je dirais, aller toucher des publics sur les réseaux sociaux où ils sont dans leur lieu de débat. Et en plus, avant, il y avait des groupes Facebook ou des choses, mais on voit que c'est en train de se déplacer sur d'autres réseaux sociaux, ça évolue, et des réseaux sociaux qui sont de moins en moins accessibles, on va dire, de manière publique, d'où une difficulté quand même à aller atteindre les populations victimes de désinformation. Je ne sais pas si, en tout cas sur les publics qu'on cherche à atteindre, moi je me posais la question du coup en préparant cette table ronde avec mes collègues d'ailleurs, et on se disait, est-ce que finalement on va, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, on ne cherche pas à convaincre, encore une fois, le ton c'est hyper important, le fact-check c'est pas non plus de l'éditorial, c'est vraiment de la pédagogie, on se pose la même question que vous, je pense que c'est très très important de se mettre au même niveau que la personne et de dire, vous vous êtes posé la question, ok, toutes les questions se posent, nous on va faire le job, on va poser la question aux experts, on va voir ce qu'on peut vous apporter. Et après, au public auquel on s'adresse, je ne sais pas si on peut atteindre les gens qui y croient. On en a parlé quand on préparait cette table ronde. Moi, ce que j'ai découvert, je suis jeune par rapport à vous dans le fact-check, mais je trouve que le poids des croyances est hyper important. Enfin, je l'avais sous-estimé. En tout cas, je l'ai ressenti sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'est pas dans une démarche de convaincre. Il y a des gens qui croient et je ne sais pas si c'est ces gens-là qu'on atteint. En revanche, il y a des gens qui doutent et peut-être que là, il y a des choses à faire. Et il y a des gens qui vont chercher l'information. Et là aussi, ils viendront nous trouver, je pense à Hold Up notamment, où on a tous fact-checké Hold Up. En tout cas, là, ils viennent nous chercher. Voilà, je pense qu'en tout cas, il y a des catégories de personnes et je ne suis pas sûre qu'on atteint les gens qui croient. Je pense qu'il y a un poids de la croyance, et notamment dans ce sujet du Covid, où voilà, on n'a peut-être pas les moyens de... Dans la sphère médicale, il y a des peurs aussi. C'est vrai que ça touche la santé de chacun. Donc là, il y a à la fois des croyances et des angoisses. C'est aussi ce qui se passe avec ce virus. Ça touche tout le monde dans son quotidien, dans ses proches. Donc je pense qu'il y avait une dimension supplémentaire. Oui, puis c'est important ce que tu dis, ça a touché tout le monde. Je crois qu'avant, la désinformation, c'était vu un peu de manière snob et hautaine, en disant c'est que les gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas assez cultivés, qui ne lisent pas assez les journaux, qui ne sont pas étanches à la désinformation. On se rend compte que cette crise, on a tous reçu des fausses informations de gens qu'on pensait bien informés, en fait. Et le fait est que là, aujourd'hui, on se rend compte que la désinformation, c'est un mal qui peut toucher tout le monde et qui est très grave. Et je voudrais rajouter que c'est important aussi, puisque ces réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans notre quotidien et dans notre façon de penser, c'est important aussi qu'on ne laisse pas les réseaux sociaux modérer et choisir eux-mêmes ce qui relève de la fausse affirmation et de la liberté d'expression. Et nous, ça c'est très important. Tous les fact-checkers qui sont là ici ne fact-checkent pas des opinions, ne sont pas là pour faire les arbitres du débat démocratique, mais sont là pour injecter des faits. Et seulement ça. Et je crois, je vais juste ajouter une chose qui est aussi importante, c'est de ne pas considérer que la désinformation, c'est l'objet de débiles et complotistes sur les réseaux sociaux. La désinformation, elle est aussi institutionnelle et notre travail, il est aussi justement de débunker la désinformation qui est institutionnelle aujourd'hui, alors qu'elle soit des fois subie par les autorités ou des fois quand c'est vraiment du mensonge volontaire, mais ça existe aussi. Et un des moyens d'avoir aussi la confiance du public, c'est de montrer qu'on est aussi capable de travailler sur ces aspects-là, et c'est même absolument essentiel, c'est la base. D'ailleurs, on va aborder cette question puisqu'on va entrer dans une phase présidentielle, on va dire, et c'est souvent des périodes sujettes à beaucoup de désinformation, là de la part plutôt politique, on va dire, mais aussi du coup de toute la sphère qui les entoure. Est-ce que vous abordez cette élection? Alors en plus, il y a eu la loi sur les fake news en France avec un gros débat sur l'utilité ou pas, et puisqu'elle s'applique, enfin normalement elle visait la période électorale. Est-ce que vous abordez, peut-être Jonathan qui est à distance, cette présidentielle française différemment comment vous la prévoyez, on va dire?
C'est dur à prévoir pour beaucoup de raisons. D'abord, je crains que dans 1 an et demi, on soit encore un peu dans le Covid. J'espère que ce sera une crise moins aiguë, mais en tout cas, il y a fort à parier qu'elle aura laissé des traces d'un point de vue politique, économique, social, sanitaire, et que on sera encore au moins un peu là-dedans. On sera pas dans un total après. Ensuite, quel sera comment se passera cette présidentielle? Si on se met 1 an et demi avant la dernière, on ne se doutait absolument pas de son issue et de ses péripéties. Donc moi je trouve que c'est un petit peu dur à anticiper. Juste une certitude, c'est que de toute façon, on aura besoin de fact-checking parce que ça fait maintenant partie du débat entre guillemets démocratique, et ça en fera partie. C'était déjà vrai en 2017, c'était vrai en 2012 dans une moindre mesure, et nous on se prépare en tout cas à beaucoup travailler là-dessus. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez maintenant quand même les hommes politiques font attention. C'est ce que j'allais dire. Ils savent qu'ils sont sous surveillance. Voilà. On se prépare, mais ils se préparent aussi. Enfin, moi, je vois quand on regarde un peu, on écoute les matinales, etc. Et on entend maintenant, d'ailleurs, certaines personnalités politiques dire la source, c'est ça. Je dis ça pour les fact-checkers. Donc, ça veut dire que c'est pris en compte. C'est-à-dire que c'est pris en compte aussi dans les rédactions, le fact-check. De plus en plus, ça prend du poids. Mais ça prend aussi du poids du côté de ceux qu'on fact-check, en fait, tout simplement, les hommes politiques. Et là, on en entend de plus en plus parler de ça. Donc, je trouve ça intéressant, ouais. On parlait beaucoup, là, on a des questions, les personnes qui nous écoutent peuvent nous poser des questions. Et j'ai 2 questions sur le même thème qui arrive, puisqu'on parlait justement de la difficulté de toucher les publics, de l'esprit critique aussi, des bulles dans lesquelles on est enfermé. J'ai 2 questions autour justement de l'éducation à l'information dans les écoles. Comment, sur le public jeune adepte des réseaux sociaux et qui sont peut-être ceux qui peuvent partager ces fake news sur les réseaux sociaux, faites-vous de l'éducation à l'information dans les écoles? Et puis même question, face à l'océan d'Infox, où parfois on dit c'est un peu à la petite cuillère qu'on le vide, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt miser sur l'éducation aux citoyens, l'apprentissage du doute, le fonctionnement des réseaux sociaux? Oui, bien sûr, l'éducation aux médias elle est importante, mais je pense qu'elle est aujourd'hui pas assez forte dans les lycées. Moi, je suis bénévole à l'association Entre les Lignes, qui compte des bénévoles du Monde et de l'AFP, qui vont à la rencontre des lycéens, notamment. C'est sûr qu'on n'a pas encore assez de moyens et ça devrait être... Mais on ne doit pas se limiter à l'éducation aux médias dans le monde éducatif, en fait. On voit que les adolescents, les jeunes adultes, en fait, sont très agiles sur les réseaux, savent un peu plus se faire une idée de ce qu'est une photo retouchée, une vidéo retouchée. En revanche, l'éducation aux médias, et c'est comme ça qu'on la voit même nous en interne, c'est une éducation qui doit être au long cours, et on voit bien que là, dans la crise du coronavirus, ceux qui ont partagé le plus d'informations, c'était des gens qui étaient plus âgés. Et donc là, on voit bien qu'il y a encore ce vrai défi démocratique de donner aux gens les manières de bien exercer leur libre arbitre. Et effectivement, ça passe par l'éducation aux médias, ça passe par une formation. Et la fracture numérique qui est subie par pas mal de Français, en fait, du fait parfois aussi de leur niveau social et de comment ils peuvent s'équiper, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que c'est quelque chose qui va peser sur notre débat. Moi, je veux juste compléter ce que tu dis, Pauline. Je pense qu'il y a quand même un aspect générationnel. J'ai donné des cours aussi, 2-3 cours d'éducation aux médias, on appelle ça comme ça aujourd'hui. En tout cas, donner des clés à des collégiens issus des quartiers avec la Fondation TF1. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est effectivement leur agilité. Et ils sont quand même très informés, ils font attention, ils croisent les sources. Du coup, je leur demandais comment vous faites. Est-ce que vous savez repérer une fausse information, etc. Je regarde la source, je vais chercher l'information, etc. Donc moi, je trouve que déjà, il y a un aspect quand même générationnel. Et aujourd'hui, par contre, la deuxième information là-dessus, le deuxième enseignement, c'est qu'ils s'informent que là-dessus, les jeunes. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même un accent à mettre sur les jeunes en termes d'éducation aux médias. C'est hyper important. Jonathan, peut-être, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes, aux lecteurs, aux internautes? Alors, je vais pas le donner qu'aux jeunes, parce que tout le monde. De manière très empirique, on passe quand même beaucoup de temps, nous, sur les réseaux sociaux, à regarder ce qui s'y diffuse. Voilà. Donc, de fait, on sait
on a une petite idée de qui diffuse ces informations, et ce dont on s'aperçoit, alors c'est empirique, hein, c'est pas du tout scientifique, s'aperçoit que c'est pas les jeunes qui sont le mieux représentés dans ceux qui les diffusent, et que les gens d'âge moyen, voire des personnes plus âgées, sont très très bien représentés. Donc moi je suis un peu ennuyé par le discours, c'est les jeunes qui diffusent des fausses informations. Donc moi le seul conseil que je donnerais, c'est que quand on partage quelque chose, l'émotion, c'est l'émotion qui fait qu'on va partager, parce qu'on est scandalisé, parce qu'on trouve ça génial, parce qu'on trouve ça drôle, etc. L'émotion fait que on va partager quelque chose et ça prend un clic, 1 seconde, 2 secondes. Donc de toujours réfléchir un petit peu à d'abord, est-ce que ça a eu une chance d'être vrai si je l'ai pas lu ailleurs, et quel est l'impact possible si jamais ce que je partage est faux. Et je fais partie de cette chaîne-là, en tant qu'internaute lambda, à partager ça sur mon mur Facebook, sur WhatsApp, voilà. On est tous responsables parce que on est tous une petite brique qui va faire qu'une petite fausse information va devenir vraiment virale et potentiellement avoir un impact réel sur la santé des gens, par exemple. On a un autre acteur dont on a parlé, puisque beaucoup les réseaux sociaux, dans cette désinformation, contre la désinformation, ce sont les plateformes. Facebook, Twitter, on a vu là notamment lors de la présidentielle américaine que Twitter avait soit retiré, enfin ils avaient supprimé des comptes aussi, Facebook, soit retiré des messages, mis des annotations sur certains messages. Est-ce que pendant longtemps ils se sont dédouanés complètement de leur responsabilité? Aujourd'hui on sent un discours, alors peut-être avec des arrière-pensées commerciales et puis de leur survie autour de ça. Quel est votre rapport aux plateformes et aussi, est-ce qu'il n'y a pas... il faut trouver une médiane entre leur action et qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes censeurs, rédacteurs, journalistes. Voilà. Peut-être Cédric. C'est surtout Facebook. Facebook a fait vraiment une volte-face assez spectaculaire, oui. Mais après l'élection de Donald Trump lors de la dernière présidentielle des États-Unis, où en fait ils s'étaient effectivement complètement dédouanés. Enfin, ils avaient même considéré que c'était pas du tout un sujet. Oui. Et puis ils ont été accusés d'être la principale caisse de résonance des fake news aux États-Unis. Du coup, ils ont, de façon un peu opportuniste, à mon avis, changé d'avis et dit voilà, on va faire quelque chose. Simplement, ils n'avaient aucun intérêt à être eux-mêmes les juges de ce qui était vrai et faux sur le réseau. Et donc, ils ont confié ça à des journalistes, donc à des partenaires qui faisaient déjà du fact-checking. Ils ont commencé par les États-Unis, ils ont enchaîné très rapidement avec la France. Et donc, ils ont en France 6 partenaires, et donc ils sont largement autour de cette table-là. Et on est payé en fait à la tâche pour faire du fact-checking sur Facebook, avec cet enjeu toujours compliqué. On apporte des éléments de contexte sur des contenus qui circulent. On ne veut pas être des censeurs de contenus qui circulent. Donc, a priori, quand des contenus qui sont douteux sont partagés, ils sont accompagnés d'articles qui contextualisent ou qui apportent des infos supplémentaires. C'est comme ça qu'on conçoit ce partenariat. Et c'est vrai que toutes les plateformes ne sont pas logées à la même enseigne. C'est vrai que Facebook nous donne une liberté totale, une indépendance totale des choix des sujets. Twitter, on ne sait pas encore avec qui il travaille, notamment aux États-Unis, qui se charge de décider de mettre parfois ce petit message, qui choisit de supprimer certains contenus. Est-ce que ces contenus ne font pas partie du débat? Et là encore, on voit que justement, l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'en enlevant ce truc-là, on va rajouter cette idée que justement, on nous empêche notre liberté d'expression, et ça, c'est terrible. Et il y a d'autres plateformes qui, pour l'instant, ont choisi leurs partenaires, Snapchat pour le coup, TikTok, voilà. Et il faut que les journalistes continuent de faire leur travail, qui est de donner les faits, et que ce ne soit pas aux plateformes de décider elles-mêmes du sort des publications. Elles ne sont pas rédactrices en chef. Oui, puis la difficulté, c'est aussi d'apparaître, comme il y a beaucoup aussi dans l'air ambiant du complotisme, on va dire les collusions entre les médias, les politiques, une sphère, etc. Le fait que les plateformes puissent elles aussi, qu'il y ait des liens, et que ça peut aussi être, c'est ce que tu disais, l'enfer pavé de bonne intention, ou le remède pire que le mal parfois, parce que ça peut accentuer certaines... une pensée, en fait. Ça peut s'apparenter à de la censure, en fait, tout simplement. Donc, après, par exemple, les producteurs de hold-up ont crié à la censure. Par exemple, sur Facebook, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Facebook, grâce à leur outil, rend visible notre travail
sur les fausses informations qui sont diffusées, et on voit bien qu'il y a toute la presse qui fait un travail différent. Oui. C'est-à-dire que la production du Monde, de Check News ou de l'AFP Factuel n'est pas sensiblement la même. Pour autant, il y a quand même des choses en commun. Donc ça montre aussi que justement, 3 médias mainstream, comme on dit, ont une exploitation différente. Et ça montre que le débat n'est pas clos et le fruit d'une censure unique. Merci à tous. On pourrait continuer encore longtemps, mais notre temps est terminé. Je vous remercie, Jonathan, à distance aussi, et puis vous d'être venu. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des débats et des discussions autour de la désinformation. Merci. Oui, merci Estelle, merci à tous les 5. On a bien compris effectivement que vous avez encore du pain sur la planche pour certainement un certain temps. On va à nouveau marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après pour parler de podcast. Restez avec nous, c'est Média en scène, 3e édition.